La Nouvelle-Calédonie est un sanctuaire pour les baleines à bosse. Chaque hiver austral, elles quittent les eaux froides de l'Antarctique pour rejoindre les eaux plus chaudes de nos lagons où elles viennent se reproduire et mettre bas. Depuis de nombreuses années, les scientifiques suivent de près ces géantes des mers et ont mis en évidence la fidélité d'une petite population d'entre elles au lagon calédonien. Alors, combien d'individus composent cette population ? Est-elle en bonne santé? Et que sait-on aujourd'hui sur ces animaux aussi fascinants que mystérieux? Je vous propose de retrouver Solène Derville, biologiste marine à l'Institut de recherche pour le développement, pour en savoir plus. Solène? Oui, je suis en haut. Ah, je monte te voir. Alors ça y est, la mission scientifique est terminée pour cette année? Mais oui, là, ça y est, tu vois, on en est au rangement, nettoyage, vérifier le matériel. Mais pour la science, c'est terminé. Terminé. Donc ça, c'est quoi? C'est avec ça que vous faites les biopsies, là, sur les Ouais, baleines, c'est ça, exactement. En fait, c'est les flèches qu'on utilise pour faire des prélèvements de peau et de gras. Tu vois, là, tu as l'espèce de petit emporte-pièce, en fait, qui va venir faire le prélèvement une fois que c'est propulsé avec les arbalètes. une arbalète, du coup. Voilà, c'est Ouais, ce qu'on ça- utilise sur le terrain. Après, il faut savoir vraiment que c'est comme une piqûre de moustique pour une baleine par rapport à la taille de l'animal. Donc, c'est quelque chose qui est sans douleur. Il faut bien savoir viser quand même, hein, parce que Oui, ça c'est vrai. bouge une baleine. Oui, et puis, mais bon, c'est une grosse cible quand même. ouais, c'est vrai. Ok, bah écoute, j'aimerais bien que tu me racontes un petit peu ce qui s'est passé cette année, quel est le bilan un petit peu de cette saison scientifique 2025. Ouais, plein de questions à te évidemment, on va plutôt aller dans mon bureau parce qu'ici il fait un petit peu chaud. Ok. Et je vais juste amener les arbalètes avec moi si tu veux bien m'aider, parce que justement écoute, je vais les démonter. Eh ben allez, je t'aide. Merci. Ok, bah, si tu veux, on peut poser ça là. Et on va s'installer tranquillement pour discuter de cette saison 2025. Alors, Solène, est-ce qu'on peut dire qu'on a aujourd'hui des baleines calédoniennes? Oui, oui, en quelque sorte, on a un peu la population à nous. En tout cas, ce qui a été bien démontré, c'est que les baleines à bosse, c'est une espèce qui est philopatrique. Alors, philopatrique, ça veut dire aimer la patrie, l'endroit où elles sont nées. Donc, une baleine à bosse, elle revient se reproduire là où elle est née. Il y a aussi des animaux qui, des fois, se retrouvent dans d'autres sites de reproduction. Donc, les baleines de Nouvelle-Calédonie, pour certaines, elles ont déjà été observées en Australie, à Tonga, à Niue. Et donc, on voit qu'il y a quand même des connexions dans le Pacifique Sud. Combien d'individus est-ce qu'il y a dans cette population calédonienne? Alors, la dernière estimation de la population de Nouvelle-Calédonie, elle est de 4000 animaux. Sachant qu'il y a une quinzaine d'années, elle était plutôt autour de quelques centaines. Donc, on voit qu'il y a quand même une augmentation, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Alors, compte tenu de la croissance de cette population, on peut dire que c'est une population en bonne santé. Alors ça, c'est ce qui reste à regarder, c'est vraiment cette tendance annuelle pour voir si peut-être aussi on a atteint un plateau. Ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas encore. Est-ce que peut-être on a atteint un niveau de population qu'on ne va pas dépasser? Mais globalement, on peut quand même dire que tous les signes tentent à montrer que la population de Nouvelle-Calédonie se porte bien. Comment vous faites pour savoir combien il y en a, pour les compter? La technique qui a été utilisée pour cette estimation la plus récente, c'est une technique génétique. Et ça montre, je crois, vraiment l'importance de ces échantillons qu'on prélève avec le matériel que je t'ai montré tout à l'heure, avec les arbalètes et les flèches. Pour nous, ces petits échantillons de peau et de gras, c'est de l'or. Avec la peau, on va pouvoir faire des analyses génétiques, donc extraire l'ADN. Et à partir de ça, on va connaître l'identité de l'animal, on va connaître son sexe, ce qui n'est pas rien, parce qu'en fait, on ne peut pas connaître le sexe de la baleine juste en la voyant comme ça à la surface. On va pouvoir étudier la diversité génétique, les connexions justement dans la région entre les populations, la paternité même, on fait des tests de paternité avec la génétique des baleines. Et on va même aller vers d'autres types d'analyses sur les hormones, par exemple, dans le gras. On peut savoir si une femelle, elle est enceinte à partir des hormones. Donc, vraiment, une multitude de choses qui peuvent être faites avec ces échantillons. Et puis,
qui peuvent être faites dans le temps. C'est-à-dire qu'on a des échantillons ici des années 90 qui vont peut-être être utilisés dans 10 ans parce qu'il y aura une nouvelle technologie qui permettra de mener des nouvelles analyses et de répondre à de nouvelles questions. Alors pour les identifier, vous utilisez aussi depuis longtemps la photo-identification. Donc ça, c'est vraiment le premier outil que les scientifiques ont utilisé. Ah oui, la photo-identification, alors c'est utilisé sur tout un tas d'espèces, mais chez les baleines à bosse, ça fait très longtemps qu'on utilise cette méthode. Ce qui est maintenant incroyable de nos jours, c'est qu'avec les algorithmes d'intelligence artificielle, on va pouvoir rendre ce travail de match beaucoup plus efficace. Donc ça, c'est les photos papier. C'est un catalogue. Donc ça se présente comme ça, si tu veux, ce sont simplement des photos de nageoires caudales. Alors tu vois que les photos de l'époque, c'était pas toujours les plus belles photos. Voilà, c'est ça. Parce que 93. parfois, les conditions, 93, 95, 96. Alors ici, on commence par des baleines qui ont la caudale très très noire. Et ça, en fait, c'est assez atypique en Nouvelle-Calédonie. Peut-être que tu n'en as pas vu très souvent. Parce que dans le Pacifique Sud, la plupart des baleines, elles ont plutôt des caudales très très blanches. Tu vois, là, on a des caudales qui sont beaucoup plus blanches avec des centres noirs. Et après, on a plein de catalogues remplis de caudales où les gens disent « Oh, bah, elle est toute blanche ». Mais non, en fait, il y a toujours des petits détails qui permettent de les différencier. Et donc, ce qu'on fait, c'était de prendre une photo et puis de la comparer à toutes ces photos qu'on a dans le catalogue. Waouh, oui, ça devait vous prendre un temps incroyable. Aujourd'hui, ça, c'est fait avec les algorithmes. C'est beaucoup plus rapide. Après, les algorithmes ne sont pas infaillibles. Et donc, on vient aussi des fois vérifier à l'œil parce que l'œil humain est quand même sacrément fort, quoi. Une des super rencontres de cette saison, sur le terrain, je me suis tout de suite dit, oula, celle-là, je la connais. C'est une baleine qui est très célèbre. Alors, c'est HNC 002. Sachant que HNC 001 n'a jamais été revue. Donc elle, c'est la plus vieille baleine connue chez nous. Donc ça fait plus de 30 ans qu'elle vient dans le lagon. C'est ça, elle était déjà adulte à l'époque. Elle avait été vue en Australie avant. Donc c'est une baleine qui a plus de 30 ans maintenant. Alors Solène, en plus des prélèvements génétiques et de la photo-identification, vous enregistrez chaque année les chants des baleines. À quoi ça vous sert ? Je dirais à comprendre des choses sur le comportement des animaux, des comportements très complexes, sur ce qu'on va appeler maintenant de la culture animale. Donc s'intéresser aux chants, c'est un peu s'intéresser aux origines, à l'évolution de la culture dans le règne animal. Donc c'est des questions qui sont quand même assez passionnantes. On n'en est pas encore au point d'arriver à comprendre ce qui est communiqué dans ces chants. L'idée du chant, c'est pas de transmettre une information à proprement parler, c'est pas un langage en fait. Le chant, c'est une démonstration pour les mâles pendant la saison de reproduction. Et il n'y a que les mâles qui chantent, exactement. Alors que si c'était de la communication, on espère bien que les femelles aussi, a priori... Là, c'est plus des bruits sociaux qu'elles font avec leurs petits, notamment. Oui, tout à fait. Ce qui fait du chant un chant, c'est le fait qu'il soit vraiment structuré, très complexe et assez long. Alors, je peux te faire écouter un chant qu'on a enregistré cette année. Donc, cette année, on a pu enregistrer 2 chanteurs. Alors, quand je dis ça, ça veut dire que vraiment, à un moment donné, en mer, on a réussi à être à côté, voire juste au-dessus d'un mâle en train de chanter et qu'on a pu l'identifier, avoir un prélèvement génétique et l'enregistrer pendant 45 minutes. D'accord. Donc, on sait qui est l'individu qui produit ce chant que je vais te passer. D'accord. Alors, c'est qui ? Comment il s'appelle ? Alors, cette baleine, c'est une baleine qui s'appelle Billabong. Alors, c'est marrant parce qu'on l'a vue une seule fois, cette baleine. La première année, d'ailleurs, où j'avais travaillé en Nouvelle-Calédonie, en 2015. 10 ans plus tard, on le revoit, à nouveau comme chanteur. Mais en 2015, on n'avait pas réussi à l'enregistrer. Et cette année, on a réussi. Alors, tu vois, c'est pas très mélodieux, hein. On est loin des chants pour s'endormir ou pour faire du yoga. Oui, c'est ça. Mais j'en ai un à te faire écouter, qui est vraiment très, très joli. Ah oui, là, on entend un écho. Ouais, très beau. Exactement. En fait, on entend qu'on est dans des eaux beaucoup plus profondes. Donc là, on était beaucoup plus loin dans le lagon sud. Plus du tout de récifs. On a vraiment juste l'écho des fonds profonds. Et puis des petits sifflements aussi derrière, qui appartiennent peut-être à autre chose. Effectivement, ouais.
Alors toi, Solène, tu diriges un programme de recherche qui s'appelle Pronistic et qui donc concerne le suivi de la population de baleines à bosse de Nouvelle-Calédonie. Quel est l'objectif de ce programme? Alors, le programme Pronistic, c'est ni plus ni moins que la continuité du suivi des baleines à bosse dans le lagon sud de Nouvelle-Calédonie, qui est fait par l'association Opération Cétacé depuis le milieu des années 90 et puis un peu plus tard avec aussi le partenariat avec l'IRD. Le but de ce suivi, c'est vraiment de se faire sur le long terme, d'avoir les mêmes méthodes qui sont appliquées chaque année pour compter, observer, voir la fréquentation de ce lieu par les baleines déjà, et puis réaliser des prélèvements pour ensuite faire des analyses. On en a parlé, toutes ces analyses qu'on peut faire avec des tissus de baleines. Aussi s'intéresser à la culture, au chant, et puis au comportement de ces animaux dans cette zone-là. Donc c'est vraiment un projet finalement qui après rayonne vers plein d'autres choses, au fil des partenariats, au fil des rencontres aussi. Et si tu veux, je vais te montrer une petite vidéo qu'on a eue cette année par drone, puisqu'on commence aussi à utiliser le drone dans nos suivis. Ah oui. Ouais, et ça nous donne vraiment une perspective qui est complètement différente et qui est assez géniale. Et on a eu une petite vidéo cette année d'un juvénile avec un comportement complètement atypique. Enfin, pour l'instant, tu vois, il nage, il ne passe rien de spécial. Et puis là, bizarrement, il change de direction. Ah oui. Et alors, qu'est-ce qu'il va chercher ? Il a repéré quelque chose. Il a clairement repéré quelque chose. Et puis alors vraiment, il va dessus. Il a une idée en tête. Regarde ça. Le petit paquet d'algues qui flottait à la surface. En fait, il va s'en servir comme d'une balle un peu. Il va jouer Écoute, avec. On ne peut que se dire qu'il est en train de jouer. Peut-être qu'il se passe autre chose. On va éviter de faire des interprétations un petit peu hâtives ou anthropomorphiques. Mais en tout cas, regarde, il va à nouveau vers un autre petit paquet d'algues. Et hop, il le pose sur son rostre. Et alors, en fait, on le voyait faire ça depuis le bateau, mais on ne comprenait pas très bien ce qui se passait. On voyait les algues sur sa tête. Et puis, c'est que par drone, en fait, qu'on s'est rendu compte que, bah oui, mais en fait, il va vraiment chercher ces petits paquets d'algues. Oui. Alors, peut-être pour jouer avec, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un petit moment de poésie. Ah, bah merci beaucoup. C'est vraiment un moment magnifique. Bah, merci beaucoup, Solène. Avec plaisir. Chaque année, de mi-juillet à mi-septembre, des sorties en mer sont proposées pour aller observer les baleines à bosse. Mais attention, cette activité de whale watching est réglementée en province sud et les capitaines de bateaux qui proposent ces sorties sont formés pour respecter les règles. Je vous propose d'embarquer avec Cyril Kotika pour aller observer ces majestueux mammifères marins. Bonjour Cyril. Bonjour Elisabeth. Eh ben, merci de m'accueillir à Bienvenue bord à de bord. ton bateau, Cyril. Bonjour. Alors, où est-ce que tu as prévu de nous emmener aujourd'hui, Cyril, pour observer les baleines? C'est la question, je ne sais pas du tout. En fait, chaque jour, on essaie de disperser la zone avec les bateaux qui font des observations. Et si on n'a pas d'infos, on prend une direction un peu opposée. Alors, il y a 2 vigies là dans le lagon. Où est-ce qu'elles se situent exactement? Alors, on a 2 vigies le week-end. On en a une qui se fait par la protection du lagon au phare Amédée. Et on a une vigie qui est faite soit par les opérateurs, soit par la protection du lagon, qui, elle, se situe au Wentoro. Et après, vu qu'on est plusieurs observateurs sur l'eau, on se passe tous les infos. C'est l'avantage qu'on a, c'est qu'on communique tous pour avoir le plus de chances de voir ces bestioles. Écoute, j'espère qu'on va la voir, cette chance, aujourd'hui. J'espère aussi. Je te laisse t'installer en attendant les clients. Ok, super. Bonjour. Bienvenue à bord. C'est bon, on est parti. Vigie Wentoro pour percer, percer, percer. Percé de Vigie Wentoro, FR, à vous. Oui, bonjour la Vigie. Donc, juste pour vous signaler que Percé est sorti du port, direction Passe de Dombéa, et c'était pour savoir si vous aviez des infos. Alors pour l'instant, RAS, on continue à scruter, il y a pas mal de gens sur l'eau, donc ça devrait le faire. Bon courage, bonne chance. Merci, bonne journée à vous et on se tient au courant.
C'est vraiment l'école de la patience, hein, l'observation des animaux sauvages. Hein. Ouais, ça waouh. c'est sûr. Là, on est loin quand même. Hein. Là, on est sorti par la Passe d'Humbert et hier, on en a trouvé plusieurs dans la zone. Donc c'est pour ça qu'on a repris cette zone aujourd'hui. Bah, on regarde, on scrute l'horizon. Alors, je rappelle que la baleine à bosse, c'est une espèce protégée par le Code de l'environnement. Ouais. Et que la Nouvelle-Calédonie, c'est un sanctuaire pour les baleines à bosse. Il y a une réglementation qui est assez stricte hein, sur l'approche des baleines et qui est unique à la Nouvelle-Calédonie. Ouais, faut savoir que la réglementation, c'est en province sud, dans le code de l'environnement de la province sud, elle est passée en 2018. Et ça, c'est des règles que nous, on s'appliquait à nous, mais volontairement. C'était une charte volontaire qui nous engageait que nous, en tant qu'opérateurs, depuis 2008. Donc c'est une charte qui a été mise en place entre les opérateurs et la protection du lagon et les scientifiques. Okay. Qui nous oblige en fait à respecter un temps d'observation et des distances d'observation. Et vous êtes tous formés? Oui, on est tous formés. Tous les opérateurs touristiques qui ont ce drapeau, ce pavillon, justement, sont formés donc par la province sud et ont aussi une formation et surtout une remise à niveau pour les opérateurs qui font ça depuis plusieurs années, des avancées scientifiques grâce à Opération Cétacé. Les grands points à retenir sur cette réglementation, c'est la distance d'approche. La distance, ouais, on n'a pas le droit de s'approcher à moins de 100 mètres et on considère qu'on a une observation dès l'instant qu'on est dans la zone de 300 mètres autour des animaux. Ok. C'est la durée d'observation également? Alors c'est la durée, mais c'est aussi une manière de s'approcher. C'est-à-dire que normalement, on est censé s'approcher quand tout va bien, c'est-à-dire que les animaux avancent, on s'approche sur les côtés. Jamais par derrière pour ne pas les pousser, jamais par l'avant pour ne pas bloquer leur trajectoire. Donc on arrive sur le côté, on se rapproche juste à une distance à peu près de 100 mètres. Ok. Le nombre de bateaux qui ont le droit d'observer la même baleine est aussi limité? Effectivement, on a le droit à 4 bateaux maximum en observation. Ouais. Et sur une durée d'1 heure par bateau. Et chaque groupe de baleines a le droit d'être observé au maximum pendant 3 heures dans toute la journée. C'est-à-dire qu'au bout de 3 heures d'observation, normalement, on n'est plus censé les observer. Et puis, on laisse tranquille les mamans petits, ça c'est... En fait, depuis déjà pas mal d'années, on avait notre temps qui était réduit sur mamans petits. On avait le droit qu'à une demi-heure à la place d'une heure, on a le droit de s'approcher à 150 mètres. Donc on avait déjà commencé à bien les protéger, on va dire, et depuis 2018, maintenant, c'est carrément interdit d'observer. Bon, Cyril, on a déjà vu un banc de dauphins pour aujourd'hui. Ah, maintenant, c'est est-ce qu'on va avoir la baleine, quoi? Bah, en fait, j'ai un doute. J'ai cru voir quelque chose là-bas, à côté du léopard képique. J'essaye de confirmer, j'attends de voir. Mais... Oh, mais t'as vraiment l'œil, hein? C'est pour ça, je regarde un peu tout autour. Mais... Ah, si. Ah, là, je te confirme, ouais, juste là-bas. Ouais, juste exact. là-bas, t'as vu, là, c'est un souffle. Exact. Bon, bah, c'est bon. On peut se rapprocher un petit peu encore, là. Hein? Alors Cyril, ça fait maintenant de nombreuses années que tu fais du whale watching. Qu'est-ce que tu ressens encore aujourd'hui à chaque fois que tu arrives à observer une baleine? Ouais, c'est ma 11e saison maintenant et je m'en lasse pas en fait. C'est toujours à peu près le même type d'émotion, on va dire. C'est toujours hyper impressionnant et hyper émouvant. Pour moi, ce qui est le plus impressionnant, c'est vraiment quand il y a une interaction réelle avec la baleine. C'est-à-dire que la baleine décide de venir ou même d'entendre le souffle de la baleine. Parfois, quand elle souffle, elle font une vibration avec les évents. Et ça prend, même les clients à chaque fois, ils disent oh, « ça prend là ». C'est un animal qui est quand même très fort en énergie et qui prend vraiment, en tout cas... Ouais. C'est difficile à expliquer la sensation, mais en tout cas, c'est toujours la même après les années. Quoi. Quand elles font route, on s'approche à 100 mètres, mais effectivement, des fois, elles sont curieuses. C'est comme nous, c'est des individus qui vont être différents en fonction de chaque individu, mais certaines peuvent être très curieuses. Et j'ai l'impression, moi, de plus en plus, qu'elles assimilent moins le bateau à un danger, vu qu'elles étaient chassées pendant des années. Et là, maintenant, il y a moins cette mémoire. Moins cette mémoire, et ils assimilent plus le bateau vraiment à une curiosité. Écoute, en tout cas, merci beaucoup pour cette magnifique journée, Cyril. Moi, j'en garde un très très beau souvenir et à refaire. À refaire avec plaisir.
C'est l'histoire des baleines à bosse qui commence de façon dramatique, mais qui se termine plutôt bien avec un sauvetage de l'espèce qui redonne espoir. Mais sont-elles pour autant vraiment à l'abri et que leur réserve l'avenir? Pour le savoir, retraçons ensemble leur incroyable parcours du massacre à la protection avec notre expert du WWF, Hubert Géraud, que nous allons retrouver au Musée maritime de Nouvelle-Calédonie. Bonjour Hubert. Bonjour Elisabeth. Alors tu m'as donné rendez-vous au musée maritime pour me raconter l'histoire des baleiniers qui ont sévi en Nouvelle-Calédonie, notamment au début de l'époque du commerce maritime. Est-ce que tu peux me raconter cette histoire? Bien sûr. Donc nos baleines à bosse vont être au cours du 19e siècle jusqu'en 1887 pourchassées et tuées par les baleiniers américains et français. Il y avait 2 zones de chasse en Nouvelle-Calédonie. La première, la plus importante, c'était les Chesterfield à l'ouest de la Nouvelle-Calédonie et dans une moindre mesure au nord de la Grande Terre et des îles Loyauté. Il faut savoir que les cachalots, 2e grande espèce de baleine chez nous, ont également fait les frais de cette chasse. Alors, on les massacrait essentiellement pour leur huile qu'on obtenait en faisant fondre leur graisse. Mais à quoi servait cette huile et pourquoi était-elle aussi précieuse? Cette huile servait tout d'abord pour l'éclairage à l'époque, pour faire des bougies et pour les lampes. La découverte du pétrole en 1869 va progressivement faire disparaître cet usage, mais on va continuer à utiliser cette huile pour la cosmétique. Notamment pour les rouges à lèvres. Beaucoup pour les rouges à lèvres, pour les savons, et également comme lubrifiant dans l'horlogerie et également dans l'armement. Et puis aussi, on utilisait les fanons pour faire des corsets, des structures de robes et des parapluies. Alors, à la fin du 19e siècle, les survivantes ont retrouvé des eaux plus sûres chez nous, mais les baleines étaient-elles pour autant à l'abri? Pas vraiment, parce que ce sont des animaux migrateurs. Donc, quand les baleines, en septembre, quittent les eaux calédoniennes, elles rejoignent les eaux de l'Antarctique, les eaux froides et nourricières. Et là, il y avait les flottes de baleiniers qui les attendaient, particulièrement la flotte soviétique, qui était la plus féroce dans les eaux antarctiques. Et donc, à cette époque, l'Antarctique devient vraiment un théâtre d'affrontement entre les pro-chasse à la baleine et les anti-chasse. Et ce sont les anti-chasses qui vont gagner en 1986 avec le vote à la Commission baleinière internationale, la CBI, d'un moratoire sur la chasse commerciale des baleines. Mais tous les pays n'ont pas joué le jeu. Non, en effet, le Japon, l'URSS, la Norvège et le Pérou vont s'y opposer. Toutefois, le Japon finira par le reconnaître en 1987, mais en continuant à chasser la baleine à des fins scientifiques. Ce sera à peu près 400 baleines par an qui seront tuées dans leur zone nationale. Donc au début des années 2000, le Japon chassait encore nos baleines en Antarctique. Oui, et c'est pour cela que 11 pays et territoires du Pacifique Sud ont décidé à cette époque de classer leurs eaux territoriales en Whale Sanctuary, en sanctuaire pour les baleines, constituant un puzzle de solidarité pour nos géantes. Et à partir de ce moment-là, on a vu de plus en plus de baleines revenir dans nos eaux. Oui, et avec le retour des baleines dans nos eaux, eh bien, on a pu développer un nouveau tourisme respectueux des baleines, le whale watching. Le whale watching, donc, qui s'est développé il y a un petit peu plus d'une trentaine d'années, qui est effectivement une activité respectueuse de ces grandes dames. Mais est-ce qu'on est sûr que ce type de tourisme ne les dérange pas? Il est à condition véritablement d'assurer leur quiétude. Il faut savoir que les baleines à bosse viennent en Nouvelle-Calédonie pour se reproduire et mettre bas. Donc c'est crucial de leur assurer une grande quiétude. Mais ce qui va être intéressant, c'est que l'ensemble des opérateurs touristiques vont accepter d'appliquer cette charte de respect avec ce fanion que l'on trouve sur tous leurs bateaux. Et ce qui va permettre, après des années d'application et de tests réussis, eh bien, de transformer cette charte en une réglementation provinciale en 2019. D'accord. Alors, est-ce que, en dehors du whale watching, la Nouvelle-Calédonie a mis en place d'autres mesures pour protéger les baleines à bosse? Eh bien, oui. En sortant des eaux lagonaires, nos baleines à bosse se sont retrouvées, à partir de 2014, dans une immense aire protégée, le parc naturel de la mer de Corail, 1,3 million de kilomètres carrés.
De plus, ont été créées en 2023 des réserves naturelles sur les routes maritimes des baleines à bosse le long des monts sous-marins, entre autres la ride de Norfolk. Et enfin, cette année, en 2025, le Congrès de la Nouvelle-Calédonie a voté un moratoire de 50 ans sur l'exploration et l'exploitation des ressources minérales marines, ce qui confère à nouveau un gage de sérénité pour nos belles géantes. Donc, nos baleines à bosse sont sereines quand même pour un petit bout de temps, on va dire. Donc, on se rend compte que ces mesures, elles sont efficaces lorsqu'elles sont mises en place. Et grâce à ces mesures, aujourd'hui, en Nouvelle-Calédonie, nous avons une population de baleines en bonne santé. Mais est-ce que pour autant, elles ne doivent pas faire face à de nouvelles menaces ? Eh bien oui, malheureusement, nos baleines à bosse sont confrontées à de nouvelles menaces, en Antarctique principalement, le réchauffement climatique et l'acidification des océans, qui sont en train de perturber la production du plancton et par conséquent la production du krill, ces petites crevettes de quelques centimètres qui constituent la majorité de l'alimentation de nos baleines. Et malheureusement, rajouté à cela, le développement d'une pêche industrielle sur ces petites crevettes, sur le krill, pour en faire de l'huile et des aliments pour les poissons d'élevage, ce qui va les priver de nourriture. Donc, après les avoir chassés, on va les affamer. Exactement. Le combat pour les baleines n'est donc pas terminé et nous devons plus que jamais continuer à nous mobiliser pour le climat et l'océan, afin que le XXIe siècle ne nous prive pas de ces grandes voyageuses qui nous rendent visite chaque hiver et qui continuent de nous émerveiller. Merci Hubert. Merci Elisabeth.